Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. On parle forcément régulièrement d'art, d'outils de bien-être et d'enfants, mes domaines de prédilection. Mais on parle surtout de ce qui enthousiasme chacun de mes invités. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est le Patreon, qui vous donne la possibilité, si vous aimez ce podcast, de le soutenir financièrement à hauteur de 5, 10 ou 15 euros par mois. Patreon, c'est une forme de crowdfunding sous forme d'abonnement mensuel, résiliable évidemment quand vous voulez, qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. Patreon, c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Votre soutien me donne en réalité les ressources, autant en termes d'encouragement, d'énergie que de finances. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. Sinon, patreon.com/état de flow. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Elle le dit d'elle-même, elle est absolue, mais capable de remettre son point de vue en question. Totalement dévouée à son œuvre cathédrale, ma nouvelle invitée a de l'or dans les doigts et une parole implacable. Ses créations sont minutieuses, initiatiques, pour elle-même d'abord, et porteuses de symboles. Mélanie Piado a fait partie de la cellule Contouring, une table ronde digitale autour de la créativité au printemps 2022, puis du collectif d'artistes présents lors de l'expo Rencontre que j'ai organisée en février 2023. Je la reçois aujourd'hui au micro du podcast et je tiens à mentionner la beauté de la synchronicité de l'agenda puisque Mélanie Piado est née au Mexique d'un père mexicain au pays de Frida Kahlo. Et Frida Kahlo fut la muse qui m'a unie à la team Frida et aux 20 femmes invitées dans le précédent épisode. Ce nouvel épisode est composé de 3 parties. Nous abordons d'abord sa vision de la créativité. Ensuite, nous parlons de son œuvre en cours de création, le tarot de l'exploratrice, et puis de son envie de collaboration autour de ce tarot. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ce nouvel épisode avec Mélanie Piado. Bonne écoute! Bonjour Mélanie. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu ? Mais très bien, je suis contente de reprendre le chemin du micro, de t'inviter, de te recevoir. On va parler de plein de choses parce que tu es artiste. Tu es en pleine création d'un tarot que tu composes à la main, que tu crées à la main, comme un fil d'or. Tu fais pas les choses à moitié, une forme de perfectionnisme, mais surtout pas tant perfectionnisme, on en parlera, ça vient davantage d'un dévouement et des réalisations qui du coup sont épatantes de talent. Dans différents domaines d'art, tu t'exprimes, tu explores, empreint d'histoire, de sagesse, de spiritualité.
Aujourd'hui, on va particulièrement parler de tarot, de tes initiatrices. On va parler d'art, on va parler de créativité, parce que tu as fait partie de la cellule contouring au printemps dernier, ou même le printemps d'avant sûrement, puisque ça fait un bout de temps avec la grossesse, l'accouchement, Amir qui est arrivé dans ma vie. Donc on reprend le flow ensemble. Donc on va se servir de tes initiatrices aujourd'hui, notamment, pour parler de ta vision de l'art et du flow. Est-ce que ça te convient comme programme? Est-ce que je t'ai bien présenté? Déjà, tu veux bien tous les matins me faire un petit pep talk comme ça. Génial. Tu C'est mettras bien de en commencer ma repeat. journée avec toi. Ah ouais, ouais, génial. Superbe. Moi, je me sens comprise dans ta description. Ah, ok, super. Alors, on va commencer peut-être, on va y aller doucement. Je te propose de commencer par parler de la créativité et on va repartir un petit peu sur ce qu'on échangeait dans cette fameuse cellule contouring qui était, je le rappelle, une forme de table ronde digitale où on était réunis entre créateurs et artistes et on a pas mal débattu ou en tout cas échangé sur ce qu'était la créativité. Et tu disais, tu te demandais, est-ce qu'on est capable ou pas de faire preuve de souplesse face aux événements et d'utiliser finalement les éléments qui sont autour de nous, même les obstacles, pour croître. Il y a vraiment cette idée-là de croître grâce à la créativité, une aptitude à embrasser finalement la vie pour croître. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que tu disais à ce moment-là? Oui, complètement. D'ailleurs, la nuance, c'est que dans mon art, je ne me sens pas créative. Je ne suis pas créative. Et ça, c'est toujours rigolo d'avoir à le raconter parce que je pense qu'on fait souvent la confusion artistiquement entre la créativité, donc qui pour moi est l'expression d'une intelligence, que ce soit dans l'adaptation ou dans la capacité à faire avec ce qu'on a à sa disposition. C'est toujours une question d'adaptation du coup. Et quelque chose d'autre qui vient nourrir l'art selon le stade où en est l'artiste. En fait, pour te recontextualiser ça, il faudrait que je te précise très clairement une théorie que j'ai qui consiste à définir l'âge de l'artiste en 4 temps. Et en fait, il y a des âges où la créativité est nécessaire et des âges où en fait elle ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui nourrit l'art de l'artiste. D'accord. Donc là, en quatre temps, c'est vraiment par rapport à l'art. On parle de la créativité Mm, liée à l'art. ouais. D'accord. Et quand tu nous parlais aussi de la créativité, ce que je viens d'émettre, c'est vraiment aussi une créativité dans la vie. Ah ouais. Pour en faire preuve de créativité, c'est utiliser ce qu'on a, le mettre en forme, en tout cas les utiliser comme des cartes dans un jeu. Voilà, on parlera de tarot évidemment, mais c'est d'ailleurs, je pense, c'est comme quelles cartes on a et comment on les met ensemble, comment on les utilise malgré les obstacles. Ce serait deux choses que toi tu différencies du coup. Ouais. Toi, ce que tu vas plutôt opérer, ça va être dans ton art, ça va être une dévotion, on en parlait un petit peu. Ça va être peut-être. Est-ce qu'on peut parler de canalisation au-delà de toi? Bah, c'est le terme qu'on utilisera en spiritualité New Age dans le sens où c'est le mot qu'on utilise à notre époque. Donc c'est le mot qu'on comprendra le mieux. Après, je m'en méfie parce que c'est des mots qui ont été très chargés au niveau signification à l'heure actuelle et qui est une signification que je n'aime pas spécialement. Mais par contre, c'est celui sur lequel on s'entendra tous. Oui, c'est qu'il y a quelque chose de autre qui vient et qui a le désir de s'incarner et qui passe par moi, par ma faculté à le recevoir déjà et ensuite à le mettre en forme et en matière pour Oui, qu'il puisse exister dans la vie. d'accord. Ouais. Alors, restons un instant avant d'aller un peu plus loin là-dessus. Restons un instant sur la créativité. Tu Mm. parles de susciter une réponse créative. Je vais te reprendre et te citer. En compressant l'individu, il y aura un sursaut de vitalité, d'instinct de survie. Et c'est là que tu parles d'adaptabilité. Adapter. C'est très difficile ce mot. Ouais, c'est pas facile. Et donc, voilà, il y a la créativité, c'est comme un sursaut de vitalité. Purée, je suis. J'avais oublié, j'avais parfois. Mais en fait, c'est là où je te dis qu'il y a. Oui, on peut appeler ça une canalisation parce que même quand je parle, j'ai souvent la sensation que c'est pas moi qui parle. On m'utilise. Donc, euh, complètement d'accord avec ce que j'ai dit. Et merci là-haut parce que c'était extrêmement précis et d'une justesse de ouf.
Certainement qu'il n'y a pas besoin du coup d'en dire plus là maintenant et Non. que juste la phrase avait besoin peut-être d'être portée, je pense, au micro et que les personnes qui n'ont pas fait partie de la cellule contouring puissent en profiter. Mais donc je vais juste le redire, en compressant l'individu, il y aura un sursaut de vitalité, d'instinct de survie. Donc c'est ça la créativité. Voilà, que peut-être ça germera dans la tête, dans le cœur de chacun. Ou alors, juste mini nuance, c'est elle est l'expression, elle est le fruit, elle est la quintessence de ce processus. Hmm. Parce qu'elle n'est pas nécessaire, enfin, elle n'est pas obligatoire, dans le sens où il y a des gens qui se font écraser par cette expérience et qui vont jamais réussir à en sortir la quintessence, soit la créativité. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont réussir à transformer leur expérience et, de fait, expérimenteront la créativité. Yes. Juste la nuance. Oui, 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 oui. Merci de l'avoir ajouté. La créativité, finalement, elle est stimulée par l'appétence pour un domaine. C'est ce que tu nous disais aussi, et j'ai envie d'utiliser cette phrase géniale parce que je pense c'est vraiment vrai. Mais ton appétence, toi, c'est la spiritualité, la quête de soi, le tarot, les initiatrices. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'aujourd'hui tu peux exprimer ton art, en tout cas, sinon pas la créativité? Ah, elle est super ta question. Elle est vraiment super parce que ça va être très difficile à nuancer parce que maintenant, la limite entre qui je suis et ce qui m'attire, ce qui me plaît et ce que je fais n'existe plus. Il y a eu un processus et ce processus devait amener à l'acceptation totale du chemin parce que j'ai lutté. Tu vois, c'est difficile à comprendre aussi, mais j'ai pas accepté immédiatement ce chemin-là parce que je comprenais ce qu'il pouvait demander de sacrifice, comme quand on est parent, justement. Oui. Et on peut lutter contre le processus de devenir parent parce qu'on sait qu'il y a une partie de sacrifice, même si je ne peux qu'imaginer le retour euh, en termes d'amour, de vastitude, d'expérience de vie. Mais par contre, avant, le saut est vertigineux parce que tu sais aussi ce que tu vas perdre. Tu sais pas encore ce que tu vas gagner. En tout cas, on te le dit, mais tu l'expérimentes pas dans ta chair. Mais tu sais ce que tu vas perdre. Hmm. Et c'est exactement la même chose avec ma création, c'est que je savais très bien ce que j'allais perdre et c'est assez similaire. J'ai perdu une liberté d'action, j'ai perdu une liberté de choix, j'ai perdu le fait que je m'appartenais totalement, si on peut dire ça, parce qu'on s'appartient jamais réellement totalement. En tout cas, on peut le croire. Et là, c'était certain que je ne pouvais plus me faire croire que je n'appartenais qu'à moi-même. Hmm. Parce que et c'est pour ça que je distingue différents types de création artistique, différents types d'artistes aussi, 4. Mais quand on est dans la création dévotionnelle, et ben en fait, on appartient aussi bien à sa création qu'à ce qui est derrière sa création. Et c'est aussi... Pardon, je t'ai coupé. Non, je voulais dire à quel point c'est beau, puisque, bon, toi, tu n'es pas encore maman, mais c'est vrai que moi, comme je l'expérimente en ce moment, c'est nouveau depuis quelques mois, j'entends très bien ce que tu dis par rapport à la dévotion, par rapport au fait que notre création ne nous appartient pas, mais on en est garant, on en est dévoué totalement. Et donc, je vois totalement le rapport entre les deux, et c'est très intéressant, en fait. Et tu vas voir d'autant plus le rapport parce que la création te transforme bien plus que tu ne la Mhm. transformes. Oui. Oui, je pense que ça va parler vraiment aux mères et aux pères qui nous écoutent, si et seulement si on accepte, pour rester sur l'analogie, de se faire transformer Mm. par notre enfant et on accepte plutôt que de faire confrontation et de vouloir effectivement rester dans ce qui était avant, plutôt que de faire le deuil, euh, toujours cette acceptation. Totalement. Pour moi, ma création, et d'ailleurs c'est fou parce que dans ma vie, j'ai par 3 fois eu l'opportunité de devenir maman. Bon, les 2 premières fois, j'étais beaucoup trop jeune, donc la question s'est même pas posée. Mais la troisième fois, je l'étais vraiment. Et j'étais prête et désirante. Sauf que le contexte ne me permettait pas de l'accueillir comme il fallait, donc il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai mis 9 mois à accepter, donc c'est intéressant symboliquement, à accepter vraiment pleinement la décision que j'ai prise. Je me rendais pas compte que j'étais en colère. Et au moment où j'ai fait le deuil plein, c'est le moment où j'ai enfin accepté vraiment de me donner entièrement à ma création. Et aujourd'hui, je vais même te dire plus loin, c'est qu'aujourd'hui,
pour l'instant, ma création devant toute mon absorber toute mon attention, je ne me vois pas devenir maman à l'heure actuelle. Parce que ton énergie est déjà dévouée quelque part en C'est réalité. ça. Est-ce que du coup, je te pose la question, même si peut-être tu n'as pas la réponse, mais penses-tu qu'il va falloir que tu arrives d'abord à accoucher de ton projet, de cette création, de cet art, le tarot, avant de devenir mère, ou à un moment donné, probablement il y aura quelque chose où tu pourrais être dévouée d'une manière ou d'une autre aux deux? Hmm. Ou tu y aspires peut-être? Euh, c'est une question où elle est très, très, très délicate. Je ne réponds que pour moi-même. Parce qu'elle peut. On m'a déjà. C'est marrant, c'est par le biais d'une de mes potes qui me racontait qu'elle avait rencontré quelqu'un via. Enfin, bref, qui me connaissait via les réseaux et que moi je ne connaissais pas et qui lui disait: Ah, tu connais cette nana, c'est très précis et tout, mais elle n'a pas d'enfant. Et en fait, cette réflexion nous a fait marrer toutes les deux parce que bah, c'est vrai, j'ai pas d'enfant. Et est-ce que ce serait seulement possible si j'avais un enfant de passer ce temps-là? Et en parallèle de ça, il y a c'est Tila Swan ou je sais plus quoi sur Instagram qui est une nana un peu mentor qui transmet ses enseignements, qui dit qu'à son avis, vouloir faire les deux, c'est très compliqué. Et il faut qu'on puisse valoriser les femmes qui font le choix d'avoir un enfant et les femmes qui font le choix de ne pas en avoir et de se consacrer à autre chose. Hmm. J'avoue, et c'est pour ça que je dis que c'est très délicat cette réponse, parce que elle peut demander un deuil et un sacrifice, et c'est pas à moi de choisir pour les gens de le faire. Par contre, Bien sûr. ma réponse à moi, elle est que pour l'instant, c'est évident que ce que je fais ne pourrait jamais avoir la dimension que ça a si je devais consacrer mon attention, mais même à un couple, en fait. Hmm. Alors, j'ai un compagnon à l'heure actuelle, mais notre vie n'est pas commune. Et c'est un compagnon qui est suffisamment mature émotionnellement pour que tu vois, sa construction personnelle n'impacte pas la puissance et la nécessité d'espace mental que je dois avoir pour cette création. Je Hmm. pense qu'on voudrait réellement pouvoir faire deux choses à la fois, mais qu'en réalité, il y a des choix qui correspondent à des temps de vie qui doivent être faits. Et c'est très très dur pour nous d'accepter ça parce que ça parle de renoncement. Hmm. Et moi, à l'heure Oui. actuelle, tu vois, j'ai renoncé à avoir un enfant et j'ai renoncé difficilement au départ. Et aujourd'hui, par contre, à l'heure actuelle, je comprends. Et à partir du moment où on a le sens de pourquoi on fait ce qu'on fait et on le vit dans son cœur et dans ses tripes, alors c'est totalement accepté. Hmm. Oui, parce que sinon, en fait, on est pris de frustration et Ouais, donc de colère, ouais. et on est pris dans un engrenage, non pas de créativité, mais de dépérissement, vraiment l'inverse, où on est plutôt dans la destruction de cette capacité à recevoir ou à émettre et à être dévoué. Hmm. Et là, la créativité s'exprime vraiment parce que, comme tu dis, à partir du moment où tu as fait le chemin, tu as fait le deuil et après il y a l'acceptation. Après l'acceptation, tu peux faire preuve de créativité. Et elle peut te servir sur ton chemin aussi pour accepter. C'est-à-dire que Oui. tu peux projeter comment est-ce que tu pourrais te réjouir de la situation que tu vis. Comment est-ce que tu peux, du coup, accepter, par exemple, quelqu'un fait le deuil de l'être aimé. C'est l'une des choses probablement les plus difficiles. Et là, la créativité peut réellement sauver, c'est-à-dire, OK, déjà en acceptant la situation, comment je pourrais, et là c'est un saut extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent au fait qu'ils ne peuvent pas se réjouir, mais comment je pourrais même me réjouir de cette situation? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité? Et comment Hmm. la vie, dans sa sagesse, me permet des choses que je n'aurais pas faites si la personne existait encore? Oui, c'est vrai. Et sans aller jusque-là, pour ceux qui ne peuvent pas aller jusque-là, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens aujourd'hui, et c'est OK, c'est de se dire qu'une fois qu'on a accepté une situation, on peut prendre un pas de recul et on peut voir des solutions qu'on ne voyait pas quand on était dans cette, comme tu le disais tout à l'heure, dans cette compression. Et c'est parce que il y a une compression, si on reprend la phrase de tout à l'heure, il y a la compression, on s'en rend compte, on commence à l'accepter et on s'ouvre à autre chose. En tout cas, je le vois moi dans cette phase que je vis actuellement de vouloir et désirer reprendre une activité tout en gardant mon enfant, mon bébé de quelques mois à la maison pour le moment. Et en même temps, voilà, où est-ce que je suis prête à lâcher peut-être du temps avec mon bébé ou du temps avec ma création, et comme ça trouver des outils, du coup être créatif sur la manière d'agencer les deux tout en étant
stable, équilibré, dans l'harmonie, dans le flow et dans l'acceptation et dans le plaisir, comme la jouissance malgré tout. Ah ouais, tellement. Et tu vois. Sacré défi. Et puis, en fait, ça dépend vraiment de chacun. Mais pour moi, qui suis assez absolue, euh, être à moitié quelque part est toujours source de frustration et de douleur pour moi. Et donc, je préfère choisir entièrement une situation. Mais ça veut dire, et le processus avant de la choisir entièrement, il est douloureux. Parce qu'on passe par ces phases de renoncement, on passe par ces phases. J'ai lutté, hein, vraiment, je te dis. C'est le deuil, hein, bien Ouais, sûr. c'est le deuil. Et c'est des deuils de soi. Mm. Et des deuils aussi, par exemple, dans le cadre de, encore, parce que c'est tellement équivalent, je trouve, une création et un enfant, c'est tellement la même chose, en tout cas quand on veut aller au bout. C'est là où je te dis qu'il y a des âges de l'artiste, parce qu'il y a l'artiste qui est pulsionnel, qui va juste exprimer un désir d'expérimentation, texture, couleur, forme. Derrière, ça ne peut durer qu'un... Enfin, tu vois, il y aura... ça peut prendre 2 heures de ta vie. Mais ça va pas exiger chaque fibre de ton être plus que ces 2 heures. Tu peux être vraiment en pleine... C'est ça, l'état de flow, en pleine conscience et en pleine présence pendant 2 heures. Ce qui est très différent d'une œuvre cathédrale. Ce qu'on appelle une œuvre cathédrale, c'est une œuvre qui... C'est presque l'œuvre de ta vie et où tu vas y passer de nombreuses années. Et là, en fait, bah, tu sais très bien qu'il faut que tu fasses le deuil de plein de choses. Ta sociabilité, par exemple. Ton voyage, par exemple. Le fait d'avoir des enfants ou non, un couple. En fait, comme un enfant, ça va te demander de dire au revoir à des choses qui constituaient ta joie. Mm. Et ne trouver ta joie plus que dans cet espace unique de focalisation. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont en lutte quand le bébé arrive et qui, là, face à cette arrivée, se rendent compte de la réalité concrète de ce que c'est qu'un enfant. Moi, ma mère l'a vécu. Elle m'a beaucoup désirée. Elle m'a désirée à tel point que pendant 5 ans, elle était, considérée comme étant infertile. Elle était certaine qu'elle allait avoir un enfant. Pendant 5 ans, elle a attendu de m'avoir. Et elle était certaine de ça. Mais le jour où je suis arrivée, ma réalité l'a rattrapée. Mm. Et là, elle a été, en plus, contexte familial, elle était dans un pays qui n'était pas le sien, une culture qui n'était pas la sienne, mon père n'était pas là. Elle s'est trouvée face à moi et ça a tout exigé d'elle. Et ça, elle n'était pas prête. Mm. Et ça, moi, j'en ai vraiment conscience que choisir d'être maman, ça veut dire aussi qu'il faut que je renonce à des parts de moi qui sont pourtant essentielles à mon bien-être et qu'il faudra que je trouve tout, absolument toute ma joie durant le temps où il en a besoin là-dedans, en fait. Après, quand il grandit, tu peux retrouver d'autres espaces, mais voilà. Et c'est là aussi qu'il y a besoin d'utiliser notre créativité pour trouver des espaces où on peut quand même être dans la joie, malgré que ce n'est plus comme avant en réalité. Mais il y a d'autres espaces. Maintenant, moi, si je parle de mon expérience, j'étais très prête à ça et je me doutais quand même un minimum, mais c'est vrai qu'on ne se doute jamais, et donc c'est pour ça, et il n'y a pas de mal à ça, qu'on met les enfants à la crèche ou chez une assistance maternelle pour avoir du temps dédié à nos créations. En tout cas, là on prend notre exemple de dévouement ou d'un art, on espère, qui nous plaît. Évidemment, il y a aussi le cas des personnes qui doivent mettre, pour des raisons financières, aller travailler, et c'est autre chose. Mais là, on parle évidemment de ce qui nous concerne, et la créativité, la création. Si tu veux bien, parce que là tu as parlé un petit peu d'état de flow, du fait qu'on peut la trouver dans la première partie de cette première phase dont tu expliquais. Est-ce que du coup tu penses qu'on ne peut pas vraiment la trouver dans la phase de dévouement, enfin dans cette création dévouée totalement? Est-ce que c'est contraignant forcément, ou est-ce qu'il y a moyen de trouver une forme de fluidité quand même là-dedans? Ah, ça c'est c'est encore autre chose parce que on parlera plus d'état de flow, je pense. Il peut y avoir des états de modifiés de conscience, effectivement, mais ils ont une autre profondeur en fait. C'est plus seulement une hyper-présence, tu vois, à l'instant. Et plus tu vas dans quelque chose qui va dans les profondeurs de la conscience, et là pour le coup, quand tu es un dévotionnel, c'est dans la conscience collective. Parce que je pense que l'état de flow, il est... alors, tu peux avoir des fulgurances de conscience collective, mais en général, c'est de toi à toi-même. C'est une connexion privilégiée à toi-même. Euh,
Donc, certaines personnes vont confondre ou vont observer ça comme étant le divin, mais parce qu'effectivement, c'est le divin en eux. Hmm. Euh, Quand tu canalises, du coup, même si ce terme-là, tu sais que je l'aime pas trop à cause de ce qu'il véhicule à l'heure actuelle, n'empêche qu'il est juste. Quand tu canalises pour une œuvre dévotionnelle, comme ça se passe sur des mois et des années, ça suit ta propre création, construction. Euh, donc tu te laisses transformer, modifier par l'œuvre. Et c'est ce que font les alchimistes. Quand ils réalisent le grand œuvre, en réalité, ils officient sur la matière, mais la matière première, c'est eux-mêmes. Yes. Ça peut être les métaux, ça peut être les végétaux, mais les métaux et les végétaux ne sont qu'un prétexte et un support concret pour eux-mêmes. Et donc, en analogie, on va rapprocher ça du grand œuvre. Pour moi, une œuvre cathédrale, c'est un grand œuvre, c'est une grande œuvre, parce que ça prend vraiment, et ça, je pense qu'il faut que les gens en aient conscience, c'est des mois, mais c'est pas seulement des mois, c'est des années, et je dirais même que c'est des décennies. Une œuvre de cette amplitude, et parfois c'est une vie entière. Euh, Tu peux, par exemple, je fais une mini digression, mais sur ces 4 âges de l'artiste, euh, il y a un âge qui est plus politique, qui va être, tu vas exprimer une pensée politique ou, tu vois, un engagement, et ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois, effectivement, de ta vie. Mais ça va quand même à un moment donné sortir de toi. C'est-à-dire que quand tu auras fini d'expurger ta colère ou ce qui te met en mouvement, et qui est surtout certainement lié à ton intimité, à ta vie personnelle, parce que plus on est engagé dans ce type d'action, et plus c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de guérir. Le jour où cette chose a enfin guéri, normalement, ça sort de ta vie. Ce qui n'est pas le cas d'une œuvre dévotionnelle, en fait. Parce que tu ne guéris pas du divin. Euh, Ça se transforme, ça évolue, ça change. Donc, il y a plusieurs strates à l'état de flow quand tu es au contact d'une œuvre divine. Tu as les strates où tu es en relation avec toi-même privilégié. Tu as les strates où tu es en relation avec une société, la culture dans laquelle tu évolues. Les strates où tu es en relation avec la planète et les strates où tu es en relation avec la conscience collective, même beaucoup plus vaste en fait. Même pour le coup, avec ma Vierge Noire qui pour moi symbolise le trou noir, la grande créatrice qui avale les espaces-temps et qui les fait naître. J'ai même la sensation que je pourrais pas dire que je connecte tous les espaces-temps, c'est pas possible, c'est pas vrai, pas avec ma conscience humaine, mais j'ai déjà connecté au moins à 2 espaces-temps différents. En tout cas, un qui mourait et l'autre qui naissait. Donc, quand tu arrives à ces degrés-là, je pense pas qu'on puisse parler d'état de flow, en fait, c'est autre chose. D'accord. Mais en tout cas, dans la définition que toi tu en donnes, Ouais. voilà, c'est que tu ressens. Et donc, si tu voulais donner une définition plus ou moins courte, qui ferait une citation, par exemple, donc tu as parlé de contact de soi à soi. Privilégié, le contact privilégié à soi. Pour vraiment l'état le plus profond que j'ai pu expérimenter à l'heure actuelle, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je résiste un peu au terme état de flow, parce qu'il est très contemporain, il est très actuel. Et c'est ça qui fait que je le mets pas dans cet espace-là de primordialité et de même d'éternité. Donc le langage a sa limite parce que malgré tout, le français actuel n'est que le français de cette époque. Il faudrait que j'ai un mot qui puisse s'utiliser sur tous les milliers, voire millions d'années. Mais en gros, le meilleur terme qu'on ait jamais eu, c'est état de fusion. Oui. Fusion avec le divin, en fait. Vraiment, on est sur... Encore qu'il y a, tu sais, toujours il y a toujours cet espace d'impénétrabilité qui fait que t'es quand même... Tu te rapproches, tu es de plus en plus près, mais tu es quand même... il Bien reste... sûr, bien voilà. sûr. Il y a toujours quelque chose à aller explorer derrière. T'es pas au bout. Non. On va parler du coup de ta création, celle dont on parle en filigrane depuis tout à l'heure, cette cathédrale que toi tu mènes au bout des doigts. Ton tarot, je dis ton tarot, mais on sait, on s'entend. Il y a l'origine du projet, tu es né le senteur, l'odeur pour ceux qui nous écoutent. Donc tu as créé d'abord une série de parfums, toute une collection associée à des archétypes, si je ne dis pas d'erreur, tu me corrigeras, qui naissent aujourd'hui sous tes doigts, sous tes pinceaux, sous la forme de muse, sous la forme d'initiatrice.
C'est aujourd'hui un outil que tu revendiques comme pédagogique, avec des choses à transmettre, que tu cherches à vulgariser pour rendre digeste. Finalement, c'est non pas un oracle, mais un tarot, donc c'est vraiment sur l'idée du tarot. Mais tu vas utiliser différents, parce qu'il est encore plus large que ça, plus grand que ça, ton projet, mais on en parlera encore un petit peu. Mais voilà, est-ce que tu peux nous ajuster ou m'ajuster si j'ai pas tout dit, mais voilà, c'est un outil pédagogique. On tire une carte, j'imagine, qui vient nous offrir plein de messages, plein d'enseignements. Mais c'est vraiment cette idée d'archétype qui vient parler. Bah déjà, je te remercie infiniment, Elisabeth, parce que tu as un vrai talent d'observation qui est sublime à recevoir, parce que tu as saisi chacune des mini-nuances que je mets et qui sont essentielles pour moi. Euh, c'est très fort à vivre parce que et je tiens pas rigueur à personne quand parce que le projet il est tellement vaste, il est tellement complexe que bah, si on dit pas les bonnes choses, pas de la bonne façon, ok, pas de souci. Et non, chez toi c'était synthétique et parfaitement à sa place chaque chose. Donc je sais pas comment tu fais, mais soit c'est un travail de recherche ou d'observation, mais bravo, vraiment c'est super agréable. Ouais, tant mieux. Oui, parce que, ne serait-ce que sur ce tout petit truc, ce tout petit axe, mais oracle et tarot, je le distingue bien parce que le tarot a une structure qui est très particulière. Euh, la numérologie qui constitue le tarot, c'est-à-dire comment est-ce que chaque tranche, chaque part du tarot est comptabilisée en un certain nombre de cartes, c'est super important. Et, euh, et, et si on ne fait qu'une partie, c'est un oracle, mais si on fait la totalité, c'est un tarot. La D'accord. totalité d'un tarot, c'est 78 cartes. D'accord. Et en soi, ça, pour moi, le tarot, je parle de pédagogie dans ce que je fais parce que la façon dont je l'ai reconnecté, le tarot, je parle de reconnexion parce que ça a parlé à un espace tellement évident en moi. C'était tellement la maison quand j'ai découvert ça il y a presque 10 ans. Je vais essayer de canaliser ce que je suis en train de te dire, de recentrer, de concentrer. Le tarot, il peut être vécu de plusieurs façons. Il peut être vécu de façon divinatoire, il peut être vécu de façon initiatique, spirituelle, ou il peut être vécu de façon psychanalytique. Donc il y a des gens qui tirent les cartes pour dialoguer avec l'espace-temps, avec le temps. Et ça, c'est de la divination. Et il y a des gens qui se font enseigner par le tarot parce que c'est un livre initiatique qui est caché, en fait, dans ces cartes et qui a traversé les âges parce que il avait cet aspect anodin de jeu. Et la beauté de l'objet l'a préservé aussi parce que beaucoup d'artistes, mais depuis des millénaires, en fait, travaillent à la réalisation de ces figures archétypales. Je suis pas la première et je serai pas la dernière. Et on le voit bien d'ailleurs en ce moment. Tu vas dans un rayon Cultura, Fnac et autres, nombre d'artistes se sont vraiment sentis inspirés par cet objet-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inspirés par la partie initiatique, ça veut juste dire qu'ils sont inspirés par le défi que ça peut représenter, par le support, par l'idée. Enfin, il y a plein de raisons de se sentir inspiré. Moi, ça a été vraiment l'initiation et euh, l'opportunité de dialogue entre son conscient et son inconscient. Mm. Donc il y a vraiment les deux dernières que je t'ai rassemblées. Tu sais, la partie divinatoire n'est finalement pas du tout ce que j'approche. J'ai d'ailleurs été à un moment presque méprisante face à ça, alors qu'en fait aujourd'hui j'en vois autre chose, je comprends autre chose et je comprends une autre des nécessités, mais c'est simplement pas ce que je favorise dans ma réalisation, tout en maintenant rendant complètement la justesse de cette démarche. Parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient profondément éthiques dans cette démarche-là et qui m'ont enseigné, qui m'ont montré comment ça pouvait être très beau. Mais moi, j'y voyais une prise de pouvoir aussi sur le consultant, tu vois. Là Oui. où, au contraire, justement, l'enseignement que je souhaite transmettre à travers cet objet, c'est être autonome dans sa rencontre avec soi-même et dans son chemin initiatique. Yes. Comment maintenant on pourrait utiliser
je trouve l'exercice assez sympa. C'est-à-dire que tu peins ces initiatrices, donc ces figures, mais il y a de toutes sortes de beautés. Je vous invite vraiment à suivre Mélanie sur Instagram pour aller voir non pas pas seulement son coup de pinceau, mais aussi ce qui en émane, la vibrance de ses œuvres. Et ben, on va peut-être en parler d'une ou l'autre. Ce sera l'occasion peut-être d'avoir une approche pour les auditeurs. Pour aller justement, prenons les 2 points, l'art et le flow. Comment on peut se servir de tes initiatrices pour, moi, ce que j'appelle l'état de flow, pour ramener un petit peu la conversation, en tout cas la guidance aujourd'hui là-dessus, c'est cette fluidité dans notre vie, plus d'aisance, plus de bien-être, c'est-à-dire mieux traverser la vie avec des cartes, justement, qui nous parlent des tips, des petits conseils, des outils pédagogiques, comme tu l'as très bien dit. Donc, si je prends par exemple la tentatrice, j'ai vu sur tes partages qu'elle vient nous aider justement à distinguer nos aspirations profondes de nos illusions. Donc je trouve que ça déjà c'est fort en termes de qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour développer, ouvrir notre art et notre fluidité. Et là, évidemment, je prends la tentatrice parce que tu parlais de dévotion, on peut être tenté de tomber dans des illusions et de ne pas être dévoué, de ne pas être dévoué à quoi ? Finalement, à nos aspirations profondes. Et je trouve que là, elle vient à cet endroit-là, mais peut-être qu'elle vient à d'autres endroits et qu'il y a aussi d'autres, parmi celles que tu as déjà peintes, qui peuvent nous enseigner et nous apporter des initiations. Ouais, c'est trop bien dit. Encore une fois, c'est génial, Elisabeth. Ton art, il est vraiment dans l'observation, je trouve, et la finesse de la réception de ce que tu observes. Moi, et comment tu le synthétises. Génial. Ouais. En fait, la tentatrice, d'ailleurs, peut te mettre face au fait que tu as peut-être ce désir dévotionnel. Enfin, je veux dire, tu es général, hein, une personne peut avoir un désir dévotionnel parce que a besoin ou envie d'être emportée par quelque chose de plus grand qu'elle et de le rencontrer, mais s'emmener dans un espace où l'objet de sa dévotion est une illusion et ne pas s'en rendre compte. Ne pas comprendre que c'est une illusion. Et la tentatrice s'appelle la tentatrice dans sa version sombre parce que activement, elle ne va pas te remettre sur ton droit chemin. Elle va continuer à raconter ce mensonge. Yes. Elle va t'emmener et t'enferrer, en fait, comme un poids qui t'emmène au fond de ta vase. Elle s'enroule autour de toi. Et tant que tu continues à te bercer de cette illusion-là, et que tu es d'accord, et que tu te rends pas compte que c'est pas bon pour toi, elle t'y entraîne. Jusqu'à ta mort, en fait, presque, symboliquement. C'est là où... J'avais juste envie de faire un aparté parce que si on reprend le New Age, comme tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions. On se berce beaucoup d'illusions. Et j'ose le dire et je le dis clairement parce que j'ai été dans cette illusion pendant très longtemps. Et plus que jamais, depuis que je suis maman, j'enlève tous ces voiles et je vois... Et il y a une forte tentation à y aller. Et on est aussi, je prends un deuxième exemple que j'avais envie de citer là, très tenté à être distrait par les distractions énormément. Donc on est distrait de notre art. Et je pense que là, tu me diras ou pas, la tentatrice, elle vient nous rappeler, tiens, est-ce que c'est pas ailleurs que là où tu devrais opérer ? Mais en plus, le pire, c'est que c'est là où elle est vraiment, enfin, elle a été tellement dure à peindre, justement parce qu'elle était tellement confrontante, tu vois. C'est pour ça que tu parlais de fluidité, facilité avec l'état de flow. Non, dans cette œuvre-là, c'est pas possible, je peux pas dire ça parce que, en fait, elle m'initie, elle me met face à moi et ça devient fluide quand la résistance a été acceptée, observée et intégrée. Mais tant que je résiste moi-même, c'est... Et d'ailleurs, c'est rigolo, juste digression, mais je me retrouve du coup dans mon quotidien à avoir des attitudes de fuite. Donc ça peut être par la nourriture, par regarder des séries, tout ça. Tu sais, quand je suis en train de peindre un truc qui me confronte trop, et je reconnais, ah ouais, ok, celle-là, elle me fait vraiment travailler. Yes. C'est ça que je parle de distraction finalement. Téléphone, un truc, un l'autre. On a mille choses dans la tête et finalement, est-ce que j'ai travaillé sur ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui ? Est-ce que j'ai œuvré là-dessus ? Mais moi où j'ai très peu de temps en ce moment, puisque j'essaye d'en dédier pas mal à mon bébé, je suis confrontée à ça tout le temps.
Ouais, mais c'est ça. Mais alors, bon, là, c'est encore différent quand on parle de ton enfant ou dont sa survie dépend. C'est pour ça que pour moi, il a la même valeur. Bon, enfin, je sais même pas si c'est comparable, mais Mais entre. je ne dis pas que c'est pas l'enfant qui me distrait. C'est vraiment d'autres choses. Parce que Ah oui. quand mon enfant dort, par exemple, j'ai le temps d'œuvrer. Est-ce que j'œuvre vraiment? Est-ce Mm. que le soir, Ouais, quand il ok. est au lit, est-ce que j'œuvre vraiment ou est-ce que je suis en train de traîner ou d'être distrait par autre chose? Mais on est tout le temps distrait. Moi, j'ai dû me faire un planning pour savoir qu'est-ce que je faisais à quel moment parce que sinon, au lieu de être sur mes œuvres ou de peu importe la création, eh bien, je me retrouvais à écrire un post sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas grave dans l'absolu, sauf que ça me distrait de là où j'étais censée œuvrer à ce moment-là. On est tenté. Mais en fait, justement, c'est là où la limite, elle est fine parce que moi, en tout cas, dans ma création, comme elle évolue sur des années, en fait, j'ai accepté la sérendipité aussi qui peut naître parfois de, bah tiens, je vais être attirée à faire autre chose, même aller voir un film alors que tu devais créer, et en fait, te rendre compte qu'il y a parfois juste une phrase dans le film que tu devais entendre. Donc en fait, parfois les distractions, et c'est là où la tentatrice n'agit pas pour moi, la distraction peut être extrêmement et profondément utile et fertile. Par contre, la tentatrice, là où elle est vraiment, elle officie vraiment, c'est dans tous les masques Hmm. euh, que tu te crées. Par exemple, pour en venir à la dévotion, je suis désolée je vais le formuler comme ça, mais il y a certaines personnes chez qui, euh, la, par exemple, la figure New Age par excellence à l'heure actuelle, de Marie-Madeleine ou de Isis, alors que c'est pas leur culture et que c'est pas l'endroit où leurs cellules ont existé. Ça veut pas dire qu'on se sente pas en affinité avec une pensée, mais ça veut dire qu'on pourra jamais en intégrer la totalité si on n'a pas vécu dans le pays. Par exemple, ça pour moi c'est un des masques de la tentatrice. Hmm. Ok, tu vas officier pour une figure qui est déjà une digestion européenne. C'est-à-dire que ce que t'en as hérité, de la compréhension, la façon dont tu l'as rencontrée, elle vient déjà d'une transformation de la pensée européenne, de quelque chose qui n'est pas ta culture. Et tu vas remettre ta conscience et ta dévotion et ta présence et ta pensée à cette personne. Là, c'est très différent entre être inspiré, mais ou se mettre en posture de Hmm. dévotion, Hmm. de prêtrise ou autre. Et en fait, c'est là où la tentatrice est. Elle t'amène à un endroit où tu vas ce que d'ailleurs dans la religion chrétienne, on parle de fausse lumière, dans un endroit où tu déposes ton amour, ton attention, ton énergie, ta présence, ta conscience, donc tout ce qui sert de support à la création, à un endroit qui n'a rien à voir avec ta réalité. Hmm. Oui, c'est trompeur, oui. Et non, c'est trompeur. Et je vois de quoi tu parles. Et je pense que ceux qui sont concernés, ceux qui ont la conscience d'eux, sans jugement aucun, mais quand on est prêt à voir la tentation qui a été, ben on la voit. Et puis quand n'est pas prêt à la voir parce qu'on est encore dedans, on est encore ébloui, eh bien c'est ok, mais juste, voilà, je pense que c'est intéressant quand ces cartes sortent, tiens, d'aller voir, est-ce que je suis pas éblouie quelque part par une Ouais. illusion. Et qu'est-ce que m'apporte cette illusion? Comment elle me nourrit? Parce que, et là encore, par contre, c'est comme au même titre que la sérendipité qui peut naître du fait de faire quelque chose qui a priori est une distraction. Une fausse dévotion peut être aussi riche d'enseignements qu'une dévotion qui t'amène dans ta réalité. Mm. Peut-être que tu vas y apprendre à cet endroit quelque chose de fondamental pour toi. Et peut-être que juste tout court, le chemin d'adorer quelque chose d'extérieur à toi est un chemin en soi qui va enseigner quelque chose de fondamental pour toi. Ou Évidemment. pour ceux qui sont autour de toi et qui t'observent. Parce que en fait, notre vie, on la vit pour soi, mais dans cette relation symbiotique qu'on a tous les uns avec les autres, il y a parfois des gens qui permettent aux autres de prendre conscience de ce qui est un contre-exemple. Yes. J'ai envie d'utiliser une autre initiatrice, la fondatrice qui me parle beaucoup. La structure qui nous aide à faire naître, à voir naître nos projets, non pas justement à partir du voisin ou de nos illusions certainement, mais en tout cas de l'autre, mais vraiment partir de soi. Donc je pense qu'il y a une forme encore, peut-être une trace de tentatrice là-dedans, mais en tout cas ici on parle vraiment de structure
Et moi, la structure, c'est ce que j'installe en ce moment et qui me parle énormément, de fondation, la fondatrice. Est-ce que tu es d'accord que celle-là peut particulièrement nous aider sur la fluidité de notre œuvre, la consécration, la concrétisation? Ouais, complètement. Mais parce que elle te ramène à ce qui est toi, donc ton histoire, tes racines, tes ancêtres, ta culture d'origine, et la synthétisation aussi avec la culture que tu as pu adopter. Si jamais, parce que dans mon cas, et je crois que dans ton cas aussi, mais je porte deux cultures. Mhm. Et toi, je crois comprendre que c'est ton cas aussi. Oui. Donc, il faut faire une synthèse entre ces deux cultures. Et ce métissage-là parle de toi. Mais avant de te rencontrer toi, il faut, et c'est ce que la fondatrice te dit, aller à tes fondations, donc tes ancêtres, et comprendre et vivre, peut-être dans certains cas, pourquoi est-ce qu'ils sont partis de là où ils étaient. euh, Quels sont... Tu vois, on peut y mettre, par exemple, de l'analyse transgénérationnelle. On peut y mettre... La fondatrice, elle est vraiment là pour se souvenir d'où on vient, mais pas seulement nous en tant qu'individus, mais aussi de manière plus vaste au niveau de la famille, au niveau de la culture, au niveau de l'humanité. Tu vois, elle est vraiment... Elle nous rappelle qu'on ne vient jamais de nulle part, qu'on est le fruit et la quintessence de tout un tas de décisions bien avant nous, et que ces choses-là sont notre socle. Et que tant que ça n'a pas été accepté, et que tant que ça n'a pas été digéré, et que par exemple on va lutter contre notre histoire familiale, contre une figure, ça peut être contre le père, la mère, les grands-parents, tant qu'on lutte contre une partie de soi, en fait, on ne peut pas construire quelque chose de sain Mm. et de durable euh, en soi, pour soi et dans sa création. Oui, ça me fait penser à l'image de peut-être de vers de terre qui viendraient, enfin peut-être pas les vers de terre parce que c'est très vivant, mais de petites bestioles qui viendraient comme ça manger nos racines et en fait il y a une instabilité qui à tout moment Ouais. peut faire écrouler notre maison. Notre Et être. bah, et complètement, c'est là où j'aime bien que tu aies fait le lien entre la tentatrice et la fondatrice. La tentatrice, elle pourra te faire croire, par exemple, que tu t'es fait tout seul Mm. ou que ta culture d'origine n'a pas autant d'importance que une culture que tu fantasmes. Mm. Et donc, elle sape tes fondations, effectivement. Et la fondatrice est là pour te ramener les pieds sur terre, mais Mm. sur terre de toutes les manières possibles. D'accepter ton humanité, qui peut être quelque chose de difficile à digérer, tu vois, de se sentir humain avec tout ce que ça comprend, d'accepter ton... Même parfois, certaines personnes peuvent se sentir manquant d'exotisme, tu vois, ça peut être là la tentation de se dire, bah voilà, je viens de la Creuse, c'était que des propriétaires terriens ou c'était que des paysans dans ma famille, c'est nul à chier, quoi. Moi, je préfère vénérer, je continue là-dedans, parce que, je suis désolée, mais je continue là-dedans parce que c'est parlant, mais je préfère vénérer l'Égypte, Marie-Madeleine et tout ça, c'est vachement plus, Mm. tu vois. Et la fondatrice te dit, ok, mais qu'est-ce que tu construis là? Qu'est-ce que tu écris là, en fait, comme histoire? La tienne? Mm. Ou ce que tu aurais voulu être? C'est vrai qu'on peut se poser la question du coup par et grâce au tarot, finalement, est-ce que on a dans l'acceptation des cartes qui nous ont été données, est-ce qu'on ne va pas essayer de jouer avec d'autres et du coup, tout est bancal finalement. Exactement. On pourrait tirer comme ça toutes les cartes l'une après l'autre et faire le rapport et voir un petit peu comment ça peut nous aider. Mais vraiment, je vous invite à suivre Mélanie sur Instagram. Elle donne beaucoup, beaucoup d'informations sur chaque initiatrice. Donc, allez-y. J'ai envie de continuer parce on a le temps qui tourne et on parlait de la fondation. On parlera dans un épisode bonus de tes fondations à toi, tes origines mexicaines et tout ce que ça t'a apporté. Mais là, pour le moment, j'ai envie de parler de Margot Meglior. Margot qu'on a reçue précédemment dans un précédent épisode du podcast et qui œuvre dans notamment tout ce qui est le perlage sur flacon. Donc vous avez tout un temps créé un duo d'artistes et notamment elle a créé pour ton projet ici de tarot une petite série de flacons. Donc vous avez collaboré sur ce projet et moi ce qui m'intéresse ici, non pas de parler de perlage parce que ça on en parle déjà avec Margot, mais de comprendre ce que cette collaboration peut apporter à un tel projet de dévouement et d'envergure,
puisqu'on le disait, il y a les parfums à la base, il y a ensuite les archétypes qui naissent sous la forme de cartes, et puis il y a ces flacons, quelques-uns qui arrivent comme une autre incarnation de cet oracle. Hmm. C'est hyper beau parce que pour le coup, sa présence a matérialisé quelque chose que je voulais depuis longtemps parce que c'est là où on parlera de canalisation, mais je donne vie visuellement à des énergies qui existent en dehors de moi et de toute éternité. Donc, la forme qu'elles prennent avec moi est une forme, mais elles peuvent en prendre plein d'autres. Et notamment à travers Margot, elles ont pris une forme qui correspondait à son affinité, elle, à la matière. Et donc, c'est un fantasme que j'ai depuis longtemps, en fait, de permettre d'ouvrir cette partie artistique et créative, justement. Tu vois, je rêve, par exemple, que un jour, il y ait un cuisinier qui réalise des recettes de l'implacable, tu sais, quelque chose qui fait que quand tu le manges, tu comprends littéralement ce qu'est, mais avec un autre sens, en fait, ce Yes. qu'est l'implacabilité, dans sa Yes. douceur, par exemple. Et, Ça me pardon? fait penser, en fait, tu parlais de sens. Probablement que Margot venait apporter le toucher avec le perlage. Est-ce Ouais, que ce voilà, c'est serait ça. possible? Yes. Exactement. Parce que du coup, c'est ce que j'avais déjà commencé avec l'odorat. Yes. Et en fait, c'est qu'effectivement, j'ai envie cette œuvre, elle soit déjà appropriée par d'autres personnes qui viennent y mettre leur sensibilité, donc qui puissent apporter une autre facette de l'initiatrice interprétée. Et aussi qu'on puisse voyager sensoriellement dans ce qu'elles sont. Parce que euh, et c'est pour ça que les parfums ont été créés, enfin, que j'ai créé les parfums, c'est que la dimension purement intellectuelle que la vision donne, enfin, c'est l'un des sens qui est le plus intellectuel, parce qu'on va analyser ce qu'on observe et ton cerveau fait déjà une sorte de traduction. Là où l'odorat et c'est le sens le plus primordial et le plus archaïque. Donc, tu peux avoir des réactions alors même que ton cerveau ne comprend pas ce qu'il ressent. Le toucher apportera autre chose et ainsi de suite. Donc en fait, c'était hyper important qu'on puisse voyager dans cet enseignement de manière beaucoup plus euh, profonde, complexe et en même temps vivante. Yes. Donc Margot apporte ça. Et puis c'est peut-être aussi une manière d'approcher pour ces personnes qui ne sont pas adeptes peut-être encore du tarot, Mhm. mais le fait de par contre être très sur l'odorat ou au contraire sur cet art particulier du perlage ou d'autres choses comme le goût que tu évoques, de la possibilité future, c'est de approcher la pédagogie insufflée par les initiatrices via d'autres portes d'accès en fait. Yes, D'autres magnifique. sensibilités. D'autres Ouais. sensibilités. Magnifique. Donc ça, Margot l'a apporté, mais elle n'a pas apporté que ça, c'est que sa façon de synthétiser, parce que c'est une synthétisation sur un tout petit format avec quelques perles, rendre, ouais, tu vois, la complexité des couleurs et des motifs, elle m'a permis de voir ma propre création autrement. Et donc de comprendre d'autres facettes, en fait. Elle a rendu ouais, une profondeur et avec sa sensibilité, en fait, son interprétation m'a permis de comprendre d'autant mieux ce que je crée. C'est en ça que la collaboration a été super riche. Et bon, voilà, après, la vie fait qu'il faut qu'on réajuste et que j'aurais aimé la poursuivre, mais Margot n'est pas qu'une collaboratrice, c'est une amie aussi. Donc, il faut que, tu vois, j'accepte ces changements de vie, de plan et ça fait partie de la relation, tu vois, de laisser partir cette collaboration. Oui, et puis je pense que c'est intéressant là de rappeler finalement, pour être dans l'acceptation, euh, c'est ton projet, c'est ton dévouement. Et à un moment donné sur ta route, tu as rencontré Margot. Et je pense qu'on est tous dans le cas à un moment donné de se dire, ouais, je vais faire une entreprise et je vais me mettre en association avec telle personne. Et finalement, ou un couple, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe une fois que ce point-là se disloque, en fait, c'est-à-dire que la personne
n'est plus en lien sur ce point-là, et notre création, elle vit toujours, elle est toujours là, et elle va continuer de s'épanouir, parce que le point central, c'est nous. Totalement, totalement. Yes. Exactement. J'ai envie de terminer là-dessus, et surtout, du coup, je le sens, c'est là que la créativité va pouvoir aussi émerger au-delà de l'art. C'est comment tu vas pouvoir aller trouver d'autres collaborations, comment tu vas pouvoir faire grandir et déployer, communiquer, parce que c'est en parallèle, évidemment, de ce temps-là de création et de dévotion. Mais tu sais, au-delà de ça, même ce que j'expérimente à l'heure actuelle et que j'ai bien vécu dans la rencontre physique que j'ai eue très récemment avec un public, c'est que j'avais besoin, je le savais pas, mais j'avais besoin d'expérimenter ça en solitaire aussi. J'ai eu très peur en me lançant et j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir, mais là aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule sur ma scène aussi, avant de repartager autrement. Et donc, cette cessation de collaboration me permet de prendre toute ma place aussi. Et c'est peut-être une pause pour revenir autrement. Exactement. On ne sait pas. En fait, c'est aussi ça, je pense, la créativité. C'est essayer de ne pas mettre la main sur quelque chose qui est déjà né, mais de la laisser vivre comme un enfant qui va nous surprendre, et peut-être comme c'est un temps, et puis il y a autre chose, une autre fleur qui va naître, on ne sait pas d'où ça va sortir. Se laisser émerveiller par ça aussi. Totalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est là-dessus que tu vas essayer, que tu essayes et que tu tentes de trouver la fluidité dans ton projet, dans ces accouplements, dans ces collaborations, dans ces à côté, ces relations avec le public aussi? Ouais, c'est super bien vu, mais je dirais même, c'est très très finement observé, parce que je dirais même dans comment relaisser entrer ma part humaine. Ça, c'est un truc encore avec lequel j'ai un défi, tu sais, de l'intérieur et l'extérieur. Les temps où je suis en tête-à-tête avec, j'allais dire en solitude, mais en tête-à-tête avec ma création, et les temps où, au contraire, je fais rien, je vais... Enfin, aussi, mais autrement, je suis sociable, je rencontre des gens, tout ça. Et ça, c'est pas encore tout à fait... Cette fluidité n'est pas encore tout à fait là. C'est... Ouais, bien observé. Je te le Merci souhaite. beaucoup. Je te le souhaite. Et donc, rendez-vous sur Instagram, c'est ça? Bah ouais, carrément, parce que c'est vraiment ma plateforme privilégiée. Ouais. Mélanie Pillado. Ouais. Mélanie.Pillado. D'accord. Je mettrai de toute façon les infos dans les commentaires du podcast. Et puis, nous, on poursuit. Prochain épisode bonus cette fois. On va parler de ton histoire avec l'art et avec le Mexique qui commence à influencer cette naissance, ces initiatrices. Merci Mélanie. Merci Elisabeth. Merci à toi vraiment. À très vite. À très vite. À suivre un épisode bonus pour parler de l'influence du Mexique, sa terre natale, dans la vie de Mélanie Pillado, dans son art et dans la création de son tarot de l'exploratrice. On y parlera aussi de la réconciliation nécessaire avec nos racines pour créer. Elle nous racontera cette étape par laquelle elle est elle-même passée. Un épisode bonus disponible en échange de votre soutien sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.